d'essayer des trucs et ça marche pas. Eh ben bonjour tout le monde, bonjour pour ce quatrième webinaire de matériaux. Un webinaire qui va être un petit peu différent des autres parce que aujourd'hui le but du jeu ça va être avant tout de vous vendre ce service, de vous expliquer globalement ce qu'on est, ce qu'on fait et plus sérieusement de vous donner toutes les clés pour que vous puissiez juger de la pertinence ou pas d'un tel service pour les projets sur lesquels vous travaillez. Donc je vais avant tout essayer de vous expliquer tous les aspects de matériaux et puis je vais essayer de faire en sorte que ce ne soit pas un vœu pieux. Je vais essayer de réserver un bon temps pour des questions-réponses. À ce sujet-là, à nouveau, pourtant je m'entraîne énormément, je n'arrive toujours pas à être multitâche, je ne peux pas vous expliquer ce qu'est matériaux, faire passer des slides, voir s'ils sont passes et en même temps lire vos questions. Donc il y a Paco, mon camarade, qui va relever toutes ces questions et qui va ensuite me les faire parvenir. Petite précision d'ordre technique, vous avez donc le chat sur le côté pour poser vos questions ou pour réagir sur différents types de choses. Vous avez peut-être une petite main qui apparaît pour que vous puissiez prendre la parole. Ça ne marche toujours pas, j'ai pas réussi à faire marcher le truc. Donc les questions, vous pouvez les poser directement par chat. Et par ailleurs, pour que Paco puisse identifier plus clairement ce qui est question et ce qui est simplement remarque, vous avez la possibilité de mettre une petite pastille rouge pour faire remonter de façon plus évidente tout ce qui est de l'ordre de la question. Alors, matériaux. Alors, qu'est-ce que matériaux? Matériaux, c'est une structure privée qui a été créée à la fin du siècle dernier. Et qui globalement est qualifié de bibliothèque de matériaux. En fait, j'ai eu la chance de rencontrer un mécène Père Noël en la personne d'Yvon Poulain. Yvon Poulain qui avait un superbe bâtiment dans le 15e arrondissement, à qui j'ai eu la chance d'expliquer un petit peu ce qu'était matériaux dans sa finalité, c'est-à-dire d'essayer d'être une bibliothèque avec des milliers de matières pour des professions de création. L'idée l'a plus qu'amusé et il est devenu mécène Père Noël de la structure, c'est-à-dire qu'il a financé cette structure. Il nous a hébergés pendant 6 ans dans ce superbe bâtiment que vous voyez là. À charge ensuite pour matériaux de fonctionner pour gagner une espèce de viabilité économique et que lui n'est pas à mettre au pot en permanence. Et donc l'idée de base, c'était cette idée de rassembler en un même lieu toutes les matières, tous les semi-produits qui peuvent intéresser des professions de création. Profession de création, c'est-à-dire des gens qui sont dans l'archi, dans le design, dans la mode, dans le packaging, dans l'événementiel, dans la cosmétique, dans la scénographie, dans l'industrie du luxe, dans le monde automobile, dans le sport, tout professionnel qui travaille sur des projets et qui a besoin de connaître un petit peu le vocabulaire matière avec lequel il pourrait travailler pour ses projets. Et donc l'idée, c'est de rassembler en un même lieu quelque chose qui lui permette d'embrasser un petit peu tout le champ des possibles en termes de matériaux. Ce qui, bien évidemment, dès le départ, est une utopie. On peut difficilement imaginer d'avoir un showroom avec les milliers de matières possibles et envisageables, surtout si, en plus, on se dit que le terme de matériaux est un terme qui, en fait, embrasse quelque chose de beaucoup plus large que simplement stricto sensu la matière. Ça peut être des matériaux, ça peut être des semi-produits, ça peut être des technologies attachées à la matière. Donc là, on arrive sur des millions et des millions de choses qu'on pourrait référencer. J'ai quelques exemples pour vous parler de cette dichotomie entre ce que nous, on entend par matériaux et ce qui, d'un point de vue de définition, peut s'entendre comme matériaux. Là, par exemple, vous avez une matière que j'aime beaucoup, qui est un silicone qu'on va dire non newtonien, c'est-à-dire que c'est un silicone un petit peu schizophrène, il sait pas trop s'il est solide ou s'il est liquide. En permanence, il oscille entre ces deux états et entre les deux réactions qu'il est censé avoir lorsqu'il est dans un état ou dans l'autre, ou dans un autre. Bah ça, c'est complètement un matériau. C'est un silicone homogène. Et alors donc, pour vous expliquer un petit peu plus ces caractéristiques bizarres, c'est que
dans ce côté schizophrène, c'est un petit peu comme si on lui parlait gentiment, il était super cool. C'est la matière super cool. Ce truc-là, un peu pâte à modeler, si jamais je le pose sur une table, demain, il se retrouvera par terre sur la moquette parce que peu à peu, il va couler et il va être dans une réaction de liquide. Et je peux effectivement le tripoter. Si je veux le casser, j'ai toutes les peines du monde parce que c'est un truc qui est super souple. En revanche, si jamais je commence à être plus agressif avec lui, à lui parler plus méchamment, là, il va réagir de façon beaucoup plus comme un solide. Là, par exemple, quand je vous montrais, si je veux le couper et que je le fais mollement, j'y arriverai pas. Si je veux le couper vraiment, il va falloir que je le fasse de façon beaucoup plus sèche. Et là, ça coupe net. Donc, vous voyez, c'est un petit peu cette ambivalence entre une réaction solide et une réaction de liquide. Si ça vous amuse de voir des vidéos là-dessus, sur YouTube, il vous suffit de taper non newtonien et vous tomberez sur un tas de matières qui ont ce type de phénomène un petit peu double entre je suis plutôt un liquide ou je suis plutôt un solide. Vous pouvez aussi en faire chez vous. Il vous suffit de prendre de la maïzena et de l'eau et vous mélangez et vous avez ce genre de choses. Sur YouTube, il y a des vidéos où il y a des grandes piscines de maïzena et le but du jeu, c'est de traverser cette piscine. Dans ce cas-là, il faut courir et taper fortement sur le liquide affleurant et dans ce cas-là, je reste au-dessus. Mais si je m'arrête, tout à coup, il y a plus cette violence de contact entre vous qui traversez la piscine et la maïzena qui est dans la piscine. Et donc, dans ce cas-là, vous coulez, tout bêtement. Donc là, on est complètement dans l'identification d'un matériau, un matériau particulier, un matériau qui sert notamment à faire des éléments anti-choc pour une combinaison de moto, pour des accessoires de ski, pour des trucs comme ça. Mais là, c'est complètement une matière. C'est donc un truc que je référence sans trop de problèmes en termes de vocabulaire. Maintenant, si je prends ce film plastique, alors là, en l'occurrence, il est en PET, mais il peut être en PVC, il peut être en un tas de choses. Ce qui m'intéresse là, plus que le film lui-même, c'est le traitement de surface qui a été déposé sur ce film pour lui donner des propriétés particulières. Et là, pour la petite histoire, ce film-là s'appelle du Sharklet. C'est un matériau qui découle directement d'un phénomène de biomimétisme, c'est-à-dire un phénomène constaté dans la nature et la volonté par l'homme de s'en inspirer pour imaginer de nouveaux développements matériaux. Et on s'est rendu compte que chez le requin, il y avait jamais de maladie de peau, il n'avait pas d'eczéma, il n'avait pas de poussée de boutons à l'adolescence, il avait en permanence une peau qui était clean, sans microbes particuliers, sans bactéries, etc. Et on a étudié un petit peu les écailles des requins et on s'est rendu compte qu'il y avait des espèces de microstries à la surface de ces écailles qui empêchaient en fait tout ce qui est microbes et bactéries de s'accrocher sur les écailles et donc de commencer à coloniser la peau du requin pour ensuite éventuellement créer quelques désordres. Et on s'est dit tiens, ça c'est super bien, c'est pas un produit particulier qui est mis sur les écailles et qui a ce côté de répulsion des bactéries, c'est simplement la structure de ces écailles. On a reproduit ce type de structure sur un film plastique pour justement lui donner ses propriétés antibactériennes. Donc vous voyez que c'est pas attaché à la matière, c'est un traitement de surface, on va dire, monomatière, qui permet à un matériau donné, en l'occurrence le film, de gagner des fonctionnalités particulières. Bon, ça va être aussi référencé par matériau, mais on peut pas dire que c'est un matériau, ça. C'est plus un semi-produit, un traitement de surface, etc. Je peux même aller plus loin, et dans la base de données, on va référencer un tas de choses qui n'ont pour le coup plus réellement de lien avec la matière. Par exemple, je peux transformer une table en une télécommande géante simplement parce que dans la pièce, j'aurais mis un petit micro qui va analyser de façon très très fine le son et qui va permettre, lorsque je tape à un endroit ou lorsque je tape à un autre, de faire le distinguo entre les deux impacts. Et donc, on peut décider à ce moment-là, par exemple, que ça déclenche de la musique ou que ça éteint la lumière. La table, vous comme moi, on aura l'impression que c'est la matière de cette table qui a cette
singularité tactile qui fait que quand j'appuie dessus, il se passe un truc et quand j'appuie à un autre endroit, il se passe autre chose. Mais la table, elle peut être en bois, en solide surface, en métal, en verre, en ce que je veux. Je vais pouvoir créer ce phénomène par une analyse de l'onde sonore. On n'est plus dans la matière, on est dans une technologie totalement particulière et néanmoins, c'est quelque chose que Matériaux va référencer parce qu'il est évident que ça peut intéresser quelqu'un qui est dans la PLV et qui veut rendre un mobilier PLV interactif, qui est dans l'automobile et qui veut pouvoir amener des fonctions à son tableau de bord sans nécessiter l'intégration de trucs électroniques complexes, etc. On peut imaginer un tas de choses à partir de là. Donc tout ça pour vous dire que lorsqu'on parle des matériaux qu'on référence, ça dépasse très largement la matière pour aller vers un tas de choses qui sont en lien avec la matière et en lien avec les besoins d'information que peuvent avoir les utilisateurs du service. Donc on voit à partir de ce moment-là que c'est effectivement une utopie folle que l'idée de référencer ces milliers de matières. Donc on a un postulat de départ, c'est qu'à Matériaux, on ne va pas tout référencer de façon exhaustive, mais on va référencer des matières à partir du moment où elles sont, ce que je vais dire, singuliers, atypiques, innovants, moutons à 5 pattes, trucs bizarroïdes, etc. Donc on va s'arrêter sur des matériaux à partir du moment où en fait on a quelque chose à dire de particulier là-dessus. Si je rencontre quelqu'un qui fait du contreplaqué, du CP de base, en 18 d'épaisseur, avec de l'oukoumé, quelque chose de tout à fait classique. Cette matière est très intéressante, mais moi, je ne vais pas l'intégrer dans la base de données parce que je n'ai rien de particulier à dire sur ce panneau. En revanche, si le fabricant qui fait ces panneaux, c'est un panneau qui en même temps, quand j'appuie dessus, il fait poète-poète, là, je suis face à une singularité, donc là, je vais référencer cet élément. Quelqu'un qui fait de la moquette de chez Moquette ne m'intéressera pas, même si elle est très belle. En revanche, le seul producteur au monde qui fait de la moquette à partir de poils d'éléphant, même si la moquette ne tient pas le siège à roulette, même si elle sent mauvais, même si elle ne se fait qu'en gris, mais il se trouve que c'est le seul producteur de moquette à partir de poils d'éléphant au monde. Moi, ça m'intéresse de mettre l'information de côté dans la base de données pour que si quelqu'un cherche de la moquette à partir de poils d'éléphant, il ait la réponse à ça. Donc, vous voyez qu'il y a une espèce de frontière entre les choses qu'on référence et les choses qu'on ne référence pas. Frontière qui, pour le coup, s'affranchit de tout ce qui est question de tendance. C'est pas parce qu'un truc plaît aujourd'hui qu'on va l'intégrer dans la base de données. C'est pas notre propos que de référencer des choses parce que c'est à la mode. De même, je ne vais pas ne pas référencer un matériau parce que je ne vois pas potentiellement ce qu'on peut en faire. Je vais référencer un matériau à partir du moment où il est produit, commercialisé et à partir du moment où j'ai quelque chose à raconter dessus, même si je le trouve moche, même si potentiellement je ne vois pas a priori ce qu'on pourrait faire là-dessus. J'ai un exemple qui est à chaque fois assez parlant concernant finalement cette fonction de matériaux. C'est des microsphères de verre. En fait, c'est une espèce de poudre très 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 légère. Tellement légère que si je mets mon doigt dedans, je sens pas du tout la matière parce qu'elle est totalement évanescente autour de mon doigt. Et c'est un matériau qui sert, comme on le voit sur la photo là, c'est un matériau, ces microsphères de verre. Donc faut vraiment imaginer que c'est une enveloppe de verre avec rien à l'intérieur. Et c'est utilisé principalement dans le domaine de la plasturgie pour charger certaines résines polymères et changer les propriétés particulières de ces résines. Ça va les alléger, ça va les structurer, ça va éventuellement leur donner un brillant parce que c'est des espèces d'enveloppes en verre autour des microsphères. Enfin, ça va changer des caractéristiques de ces polymères. Et c'est 3M qui fabrique ça. Et 3M s'est rendu compte au bout de 3-4 ans qu'ils avaient 15% de ces microsphères de verre qui partaient dans des secteurs qui n'étaient pas du tout les secteurs qu'ils avaient envisagés, mais qui étaient la pisciculture. Ils avaient plein de fermes piscicoles qui donc élèvent dans des grands bassins des truites, des saumons d'élevage. Et ces fermes piscicoles commandaient des kilos et des kilos de microsphères de verre et les gars de chez 3M se sont dit mais
ça sert à quoi de nous commander ces microsphères qui servent à la plasturgie? Et en fait, ils ont été voir un de leurs clients piscicoles et le client leur a dit, écoutez, cette microsphère de verre, ça m'est très utile parce que vous voyez ces grands bassins dans lesquels j'élève des truites et des saumons. Ces grands bassins, tous les 3 mois, je suis obligé de les vider et de les nettoyer parce que peu à peu, l'eau qui est à l'intérieur du bassin est devenue impropre à la vie du poisson. J'ai un taux de mortalité qui augmente, c'est pas bon pour le business. Et donc, tous les 3 mois, je suis obligé de vider ces grands bassins, d'enlever les poissons d'abord, de vider le bassin, de nettoyer le bassin, de remettre de l'eau dans le bassin, de remettre les poissons dans le bassin. Enfin, c'est un travail fastidieux parce que c'est vraiment des grands réservoirs. Et je me suis rendu compte qu'en mettant un petit peu de microsphère de verre dans la nourriture des poissons, ces microsphères de verre qui sont des espèces de bulles d'air enveloppées de verre, dans la nourriture des poissons, ça permet d'alléger tout ce qui est déjection des poissons. Et à partir de ce moment-là, les déjections, plutôt que de tomber au fond du bassin, elles vont flotter à la surface. Moi, ça me permet d'enlever en fait tout ce qui est impureté et déjection simplement en raclant le haut du bassin, plutôt que de vider le bassin, ce qui est nettement plus facile. Et donc, ces microsphères de verre, dans la pisciculture, ça sert à alléger le caca des poissons. Le caca flotte et ensuite je racle par le haut pour ne pas finalement devoir vider le bassin pour élever ces poissons. Alors ça peut faire peur concernant la filière agroalimentaire et ce qu'on va finalement retrouver dans l'assiette, mais moi j'aime beaucoup cet exemple parce que ça montre à quel point la logique de matériaux, qui est une logique de décloisonnement, c'est-à-dire de référencer tout type de matière et venant de tous origine, a un sens, parce qu'il est évident que les gens de chez 3M, quand ils ont développé ces microsphères de verre pour la plasturgie, ils se sont pas dit dans leur bureau, ah mais tiens, il y aurait pas un besoin dans la pisciculture d'alléger un petit peu le popo des poissons pour que ça flotte à la surface. Non, ils peuvent pas imaginer ça. De même, quand Matériaux référence ce genre de choses, on n'a pas plus de talent que 3M pour imaginer des développements éventuels, potentiels de ce type de matière dans d'autres domaines que le domaine initial. Mais notre fonction, c'est presque plus une fonction déclarative, c'est-à-dire que notre rôle, c'est de dire à tous nos membres, qu'ils soient dans l'architecture, dans l'automobile, dans la cosmétique, dans le packaging, dans ceci, dans cela, etc., c'est de leur dire, youhou, regardez, ça existe. Alors, c'est de la microsphère de verre, c'est super léger. Si je mets mon doigt dedans, je le sens pas. C'est 3M qui fait ça. Ça sert généralement à ça, etc. De leur donner toutes les informations qu'on a et que chacun, dans son coin, sur ses projets propres, avec ses idées propres, se dise de temps à autre, ah tiens, ça m'intéresse vachement parce que pour mon projet qui n'a rien à voir avec la plasturgie ou qui n'a rien à voir ceci avec cela, ça m'intéresse vachement. Donc, c'est tout l'objet de Matériaux que de jouer sur cette logique de décloisonnement. Notre but, c'est de vous permettre d'avoir accès à un vocabulaire beaucoup plus large concernant les matériaux, de vous ouvrir les chakras, d'amener de l'air un petit peu là-dedans, de vous faire rencontrer des matières improbables et que, à partir de ça, vous rebondissiez sur tel ou tel type de choses. Autre exemple que je donne aussi et qui, à mon sens, est très très parlant, c'est le formica. Le formica que tout le monde connaît, qui est utilisé aujourd'hui à 95% dans l'ameublement pour faire de la couverture de mobilier. C'est un truc qui est super costaud, c'est un truc qu'on peut lui donner un tas d'aspects très très particuliers. Ce formica n'a pas du tout au départ été créé pour une application dans l'univers du mobilier. C'était pendant la Première Guerre mondiale, en 1916 ou en 1917. Donc il y avait la guerre, mais il y avait aussi explosion de l'industrie électrique. Et il y avait besoin, dans l'industrie électrique, notamment pour les tableaux d'isolation électrique, il y avait besoin d'avoir des éléments qui étaient des feuilles de mica, c'est ce genre de choses-là. Ces feuilles de mica qui sont des pierres, c'est des pierres lamellaires qui sont coupées de façon très très fine et qui sont un très bon isolant. Et donc, entre les différentes cosses des tableaux électriques, vous aviez des espèces de parois qui étaient faites avec ce type
de matériaux. Donc, c'est une pierre. Et alors, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est assez beau en plus. Bah, c'est du mica, quoi. Donc, c'est très, très fin parce que ça peut se découper de façon très, très fine. Et ces trucs-là étaient avant tout employés dans l'industrie électrique pour faire des éléments isolants. Sauf que c'est relativement fragile. Sauf que aussi, comme c'est un produit naturel, il n'est pas standardisé. De temps à autre, il pouvait y avoir des trous, des machins, des bidules. Ça se découpe pas super facilement. Ça coûte assez cher, etc. Donc, explosion de ce marché et deux ingénieurs se disent « Ah, mais tiens, ça serait super bien qu'on trouve quelque chose pour remplacer le mica dans les tableaux d'isolation électrique parce que c'est un très bon isolant, mais en même temps, il y a quelques contraintes un petit peu embêtantes avec ça. » Et ils se sont dit « On va prendre de la feuille de papier craft, on va l'enduire de résine phénolique, on va créer donc un espèce de feuilleté de papier craft qui vont être collés avec une résine qui est très, très isolante électriquement. Et on va développer donc un produit qui aura les mêmes qualités d'isolation électrique que le mica, mais qui sera beaucoup plus standardisé, beaucoup moins cher, beaucoup plus costaud, qu'on pourra faire dans différents types de dimensions, enfin, beaucoup moins de contraintes avec ce truc-là. Et donc, ils ont développé cette alternative au mica, ils ont créé leur structure et ils se sont dit, bah tiens, c'est pour remplacer le mica, on va donc l'appeler Formica, pour remplacer le mica. Et pendant 20 ou 30 ans, cette boîte, elle a fait uniquement ce genre de choses. Pour le domaine électrique, pour l'électronique ensuite, tous les panneaux sur lesquels on vient enficher les puces, c'est fait avec ce type de construction par feuille de papier craft. Et puis un jour, un des designers s'est dit, mais attendez, si on met un film papier décor dessus, on pourrait faire un revêtement pour du mobilier qui serait très très costaud, puisque c'est déjà au départ un produit qui est très très costaud. Et donc, ils se sont dit, bah ouais, tentons le truc. Ils ont mis un film de couleur dessus. Et puis, ils ont développé une gamme pour le mobilier et aujourd'hui, ça représente 95% des utilisations du Formica. Donc, vous voyez que cette idée de décloisonnement, c'est quelque chose qui réellement peut faire exploser complètement l'utilisation d'un matériau qui, au départ, est développé pour un emploi donné et qui, derrière, s'avère tout à fait judicieux pour tel autre. Dernier exemple que j'aime bien aussi, c'est une mousse polyuréthane développée il y a maintenant 5-6 ans par BASF. Et c'était la première fois qu'on arrivait à faire de la mousse polyuréthane, donc avec un thermodur, de la mousse avec ce type de qualité. Ils avaient développé ça en laboratoire et ils disaient, bah, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait en faire? Et le premier emploi qu'ils ont trouvé, c'était un emploi quand même assez anecdotique, c'est qu'on s'était rendu compte que dans les étables, les vaches produisaient plus de lait et un lait de meilleure qualité à partir du moment où elles étaient sur un sol qui était très 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 meuble, qui leur rappelait en fait une prairie avec de l'herbe haute, bien molle, bien grasse, etc. Et à partir de ce moment-là, elles produisent un lait de meilleure qualité et en plus grande quantité. Donc ils ont fait des espèces de grands matelas pour que les vaches puissent, le soir à l'étable, continuer à avoir cette sensation de confort sous les pieds et donc produisent plus de lait. Et ce n'est qu'au bout de 2 ans que c'est Adidas qui a développé la première pompe avec ce type de semelle. Depuis, ça fait fureur et on le voit partout. Mais à nouveau, une matière qui au départ avait été développée pour un emploi particulier a explosé complètement dans d'autres secteurs. Donc, c'est vraiment là l'idée de matériaux, c'est d'essayer de rassembler en un même lieu un tas de choses qui, d'une part, lorsque vous travaillez sur un projet, va vous permettre de balayer de façon beaucoup plus large le type de matière avec lesquelles vous pourriez travailler. Et par ailleurs, et ça c'est le côté plus inspirationnel de la matière, il me semble aussi très intéressant lorsque les membres viennent au showroom et qu'encore une fois, ils ont les chakras ouverts, que éventuellement ils tombent sur un matériau qu'ils ne connaissaient pas, auquel ils ne pensaient pas, et que ce matériau génère même un nouveau projet, un nouveau développement, etc. Donc, il y a d'une part les meilleures réponses à des contraintes initiales concernant un projet,
Et par ailleurs, ça peut aussi tout à fait être la découverte d'un matériau qui, chez vous, va faire naître de nouveaux projets, justement, ou de nouveaux développements. Alors, concrètement, physiquement, ce service, il est un petit peu à deux dimensions. Vous avez d'une part, effectivement, des showrooms. Alors, le premier showroom, c'est donc le showroom parisien, c'est un peu le canal historique qui a d'abord été Square de Vergennes dans le 15e, puis à la Bastille dans le 12e, et maintenant, depuis 6 ans, on est rue Chaptal dans le 18e. Donc, un showroom, eh ben, on va montrer physiquement ces milliers de matières. On a depuis ouvert ou noué des partenariats avec Shanghai, avec Shenzhen, avec Séoul, avec Prague et avec d'autres en prévision pour avoir ces différents showrooms qui permettent de montrer à plus de gens physiquement ces matières. Alors les showrooms à chaque fois c'est un peu sur le même principe. Là je vous ai montré rapidement une photo de Prague, une photo de Shanghai, une autre photo de Shanghai. Le but du jeu à chaque fois c'est vraiment de permettre aux gens qui viennent nous voir d'avoir le plus directement accès à la matière. Ils sont pas là pour venir nous voir, ils sont là pour venir voir des choses, éventuellement nous poser des questions, mais avant tout rencontrer ces milliers de matières pour que derrière, ça phosphore concernant le type de projet sur lesquels ils travaillent. Donc, ça, c'est les showrooms. Et vous avez en même temps une base de données. Alors, j'ai découvert une fonction, je vais la tenter, j'espère que ça va marcher. J'ai la possibilité de vous montrer en direct comment fonctionne la base de données. Hop. Donc, lorsque je suis membre, je peux accéder directement à la base de données à partir de n'importe quel ordinateur. C'est pas attaché à une adresse IP, c'est simplement votre adresse mail et le mot de passe que vous avez choisi. Et vous arrivez avant tout sur des milliers de fiches qui sont donc des fiches sur les milliers de matériaux qu'on a référencés. Alors, je vais rappeler la page de base. Voilà, vous arrivez là-dessus. À chaque fois, en survol, vous avez différentes images des matériaux et puis vous pouvez directement zoomer sur la fiche et vous avez toutes les informations qu'on a sur le matériau, des photos, le nom du matériau, la description de ce matériau et les coordonnées de la boîte. Donc là, vous en avez des milliers. Je dis des milliers, il y en a aujourd'hui 8792 des fiches dans la base de données. La recherche, elle se passe ici. Et elle est toute bête, c'est-à-dire que vous cherchez par exemple un bois translucide qui fait pouet-pouet, vous allez taper bois translucide pouet-pouet, et puis vous allez voir ce que vous répond la base de données. Alors là, je commence à taper bois, et je m'aperçois qu'il y a un principe d'autocomplétion, c'est-à-dire que je commence à taper bois, et on va me proposer toute une série de propositions. Il y a marqué bois résiné, bois massif, bois polymère, boîte de nuit, boîte à œufs, etc. Tous les termes qui commencent par BO y remontent, ce qui me permet éventuellement de préciser les choses. On peut même voir apparaître des choses un peu curieuses. Là, j'ai enlevé le i, donc j'ai simplement BO. Alors, j'ai toute une série de termes qui commencent par BO, logiquement. Donc, j'ai bottom-up, bon marché, boîte de nuit à nouveau, bois, etc. Puis, j'ai des trucs un peu curieux comme vache, comme caca, comme champ, etc. En fait, par exemple, si je m'arrête sur le terme de vache, il y a vache parce que vous étiez peut-être en train de taper bovin. Et la base de données, qui fonctionne aussi avec un réservoir de synonymie, vous signale que bovin n'est pas tellement utilisé dans la base, c'est plus le terme de vache qui est utilisé. Donc ça vous permet, ou ça nous permet de fonctionner ensemble avec le même type de vocabulaire pour faire des recherches. Alors, une fois que j'ai lancé mon interrogation sur les vaches, parce qu'effectivement, c'était pas bois que je cherchais, c'était tout ce qui est lié à l'univers des bovins, eh ben, vont remonter, en l'occurrence, 83 fiches sur 83 matériaux qui, pour nous, sont associés à l'univers des bovins. Donc, vous allez retrouver aussi bien du papier fabriqué à partir de lait de vache que des terres cuites fabriquées à partir de bouse de vache, la boîte l'a quand même appelé du merdacota, des polymères fabriqués à partir du sang récupéré dans les abattoirs, un textile fabriqué à partir de caséine de lait, etc., etc. Et puis, lorsque vous voulez en savoir plus sur un matériau,
vous cliquez sur la fiche, vous ouvrez, et comme je vous le montrais tout à l'heure, vous avez le nom du matériau, la description de ce matériau et les coordonnées de la boîte. Là, c'est un petit peu, je vais dire, le minimum syndical concernant le type d'information qu'on va avoir là-dessus. Il peut y avoir aussi, et c'est le cas ici, il y a une rubrique qui s'appelle matériaux liés. Matériaux liés, ça permet tout bêtement de rebondir d'une fiche à une autre, parce que de notre côté, du côté de matériaux, on s'est dit, tiens, ça serait intéressant de lier cette fiche à cette fiche. Donc, il vous suffit à chaque fois simplement de cliquer sur le terme, et puis apparaît une autre fiche sur un autre matériau qui est en lien pour des raisons esthétiques, pour des raisons techniques, pour des raisons diverses et variées. Et ce qui me permet de vous montrer un autre aspect, c'est que ici, je vais retrouver un PDF. C'est à chaque fois qu'on a noté ou qu'on a trouvé sur le site de l'entreprise en question des informations techniques un peu plus précises, on va les attacher à la fiche. Ça vous permet à vous d'avoir accès à ça de façon plus directe. Donc ça, c'est le fonctionnement de la base de données. Je reviens ici. Là, je vous ai montré globalement comment fonctionnait Matériaux, quel était le but et quelle était la frontière entre les choses qu'on référence et qu'on référence pas. Maintenant, d'un point de vue économique, la logique voudrait au départ, et je le constate à chaque fois qu'on reçoit des gens, qu'est-ce qu'on fait ici? On va faire la promotion de milliers d'industriels qui proposent ces milliers de matières singulières. Donc, il est totalement légitime de se dire au départ, tiens, Matériaux fait la promotion de ces milliers de matières, donc Matériaux est financé par ces milliers d'industriels qui sont référencés. Effectivement, puisque telle boîte qui, au départ, a développé ce matériau pour une application bien précise, on leur propose d'ouvrir le champ et éventuellement d'être utilisé dans l'automobile, dans l'architecture, dans ceci, dans cela, il serait assez logique qu'on soit en partie, en tout cas, financé par ce biais-là. Sauf que il nous semble essentiel de préserver une totale, une complète indépendance par rapport aux industriels, pour un tas de raisons. La première, c'est que il nous semble essentiel de préserver notre liberté complète de choix d'intégrer tel ou tel type de truc. Je vais aller à un salon sur l'industrie militaire, je vais croiser une boîte qui fait un truc de dingue et je vais me dire, tiens, ça, il faut que ce soit dans la base de données. Que l'industriel voit potentiellement l'intérêt ou pas d'être dans la base de données, à la rigueur, c'est annexe. L'intérêt principal, c'est avant tout que l'information soit préservée et qu'on puisse créer cette fiche. Donc, il faut absolument que nous, on décide d'intégrer tel ou tel type de truc. A contrario, Saint-Gobain, qui, je ne devrais pas citer de marque, c'est un exemple, un grand verrier qui sort un nouveau verre imprimé, une nouveauté dans sa gamme, et qui souhaite que Matériaux le montre dans la base. Si de notre côté, on ne perçoit ça que comme une nouveauté, un nouveau décor, un nouveau dessin, mais rien de particulier à raconter dessus, il est aussi essentiel qu'on ne pollue pas la base de données avec des informations qui, pour nous, n'ont pas de sens par rapport au type de choses qu'on va être amené à référencer. Donc, ça, c'est le premier aspect qui fait qu'on ne peut pas du tout rentrer dans une relation économique avec les industriels, c'est que il nous semble essentiel de préserver cette liberté de choix d'intégrer tel truc parce que ça nous semble potentiellement intéressant et tel autre ne pas le mettre parce que on n'a rien de particulier à raconter si ce n'est que c'est un nouveau dessin, un nouveau décor, mais ça ne change rien concernant la nature même de la matière. Le deuxième aspect, c'est que si on était financé même simplement en partie par les industriels, il est évident qu'on n'aurait pas une liberté éditoriale sur les fiches. Et que à partir du moment où un industriel propose quelque chose et que dans son argumentaire, il va dire que c'est super écolo, parce que machin, parce que bidule, et que pour nous, c'est que du vent, et que ça ne change pas le problème concernant cette matière et son emploi, il nous semble essentiel de préserver cette liberté, d'éventuellement même critiquer un matériau qu'on a sélectionné. On l'a sélectionné parce qu'il y a une singularité, mais en même temps,
On veut garder notre esprit critique et notre libre arbitre de discours concernant la matière. Et il est évident que si jamais l'industriel devait payer pour être présent dans la base de données, il aurait une sorte de droit de regard sur le matériau et éventuellement sur d'autres choses qu'il ne souhaite pas qu'on intègre parce que c'est des concurrents directs ou des choses comme ça. Autre aspect assez évident, c'est que les utilisateurs viennent nous voir en même temps pour qu'on discute avec eux de ces milliers de matières et qu'éventuellement on les oriente ou on les conseille. Il est évident qu'on n'aurait pas la même crédibilité à partir du moment où Matériaux a un intérêt particulier à les mettre dans les bras de tel industriel ou de tel autre. Donc pour toutes ces raisons-là, Matériaux structure privée n'est pas du tout et ne sera jamais financé par les industriels. On n'est pas là pour vendre ces milliers de matières, on ne distribue pas d'échantillons, pas de plaquettes, on est là pour montrer ces matières à nos utilisateurs. Donc si on n'est pas financé par les industriels, il faut bien qu'on soit financé par l'autre bout, à savoir les utilisateurs. Donc cette idée d'adhésion Matériaux, elle est là, elle est simplement pour permettre à ce service d'exister et en même temps préserver sa véritable richesse qui est cette largesse de spectre et cette indépendance de discours. Donc, et c'est là où j'en arrivais au slide d'après, c'est là où on en arrive à ces questions d'adhésion à Matériaux. Pour avoir accès au showroom, pour avoir accès à la base de données, il est nécessaire d'adhérer au service. C'est un principe d'adhésion à l'année, nominatif et à l'année, qui vous permet ensuite d'avoir accès à tout ça. Avec deux formules principales. Soit la personne se dit « je n'aurai pas la possibilité de venir dans un des showrooms » parce que je suis à Pétaouchnok, que je ne vais jamais à Paris et encore moins à Shanghai, mais je souhaite avoir accès au moins à toutes les informations sur ces milliers de matières. Dans ce cas-là, j'adhère à Matériaux pour 210 € par an et j'ai accès à toute l'information sur la base de données. Si jamais j'ai la possibilité de temps à autre de venir dans un des showrooms, il est tout de suite beaucoup plus utile, je dirais, de prendre cette formule-là, formule web plus showroom, parce que ça vous permet d'avoir accès à la base de données et en même temps, ça vous permet de venir quand vous le souhaitez au showroom pour découvrir physiquement ces milliers de matières qu'on a référencées. Donc, être membre, pour nous résumer, ça permet pour 1 an d'avoir accès à toutes les informations sur les aujourd'hui 8700 et des brouettes, je sais plus combien, fiches Matériaux, avec à chaque fois le contact vers les différents interlocuteurs qui fournissent ce type de matière. Si jamais vous êtes membre, ça vous permet aussi de venir dans nos showrooms quand vous le voulez pour découvrir ces matières. Le fait d'être membre, ça fait aussi que quotidiennement vous recevez, alors là c'est plus du push d'information. Tous les jours, on vous envoie ce qu'on appelle The Daily Matériaux, qui est un matériau de la base de données qu'on a envie de mettre en exergue ce jour-là, parce qu'il pleut, on va vous montrer un truc qui est super imperméable, parce que ceci, parce que cela, etc. Mais tous les jours, vous avez une fiche extraite de la base de données. Et puis tous les mois, on a ce qu'on appelle le Frühstück. Le Frühstück, c'est un petit déj, comme son nom l'indique en allemand, où on va vous montrer les 30 ou 40 derniers trucs qu'on a intégrés dans la base de données et pour lesquels on a réussi à avoir des échantillons. Donc c'est un format court, 1 heure, ça va très vite. On vous présente les 30 ou 40 trucs qu'on a vus. Vous n'avez rien à noter de particulier parce que derrière, sur la base de données, vous allez pouvoir faire remonter toutes ces fiches. Et il y a Chouquette, il y a Croissant, il y a tout ça. Et grande nouveauté, puisque vous, comme vous le remarquez, je suis en train de découvrir les technologies du 21e siècle et notamment ce principe de webinaire, il n'est pas du tout impossible que dorénavant, on fasse systématiquement pour nos Frühstück en même temps une version web pour tous les membres qui ne peuvent pas venir physiquement et qui souhaitent quand même assister à tout ça. Bon, et alors les annexes, avant de passer maintenant aux questions, parce que c'est ça qui va vraiment m'importer, on a
écrit il y a quelques années maintenant un superbe bouquin qui s'appelle Industry of Nature, qui est un bouquin qui recense une centaine d'exemples de matériaux qui ont été développés grâce à un principe de biomimétisme. Donc, à nouveau, constatation d'un phénomène dans la nature et volonté par l'homme de s'en inspirer pour développer tel ou tel type de matière qui va jouer avec l'intelligence qu'a pu trouver la nature pour imaginer un truc qui est multifonctionnel. Autre ouvrage de référence nous concernant, Matériologie, qui est plus un bouquin, je vais dire, pédagogique sur la matière pour expliquer globalement ce que c'est que le bois, ce que c'est que le verre, ce que c'est que les polymères, les textiles, le métal, comment tout ça se travaille, etc. Enfin, vraiment un ouvrage de référence, mais sur les basiques, un peu tout ce que vous avez voulu savoir sur la matière sans jamais oser le demander. Ma maman l'a lu et elle m'a dit qu'elle avait tout compris, donc ça veut dire que effectivement il est accessible. Maman, tu m'en veux pas. Et puis on organise des expos. La dernière, c'était une très belle expo sur The Most, avec le textile le plus léger du monde, le film plastique métallisé le plus dingue, etc., etc. Et dernière petite chose, on a depuis quelques mois un blog qui a vocation à être intégré au site d'ici quelques mois, mais pour l'instant il est séparé. C'est blablamatériaux.com tout bêtement, et vous pouvez retrouver tout un tas de ressources autour du service matériaux et autour des matériaux directement sur ce blog qui lui pour le coup est ouvert à tout le monde et tout le temps. Alors, Paco, il faudrait que tu m'envoies les éventuelles questions de nos auditeurs. Je repasse au chat. Alors, j'en profite pour... Je vois des questions là. d'Aubin, peut-on revoir l'exposition ? Non, c'était une expo temporaire qu'on avait organisée pour Luxpack, et ensuite on a pris un petit extrait pour Maison et Objets en janvier dernier, mais elle n'a pas vocation à être une expo itinérante, mais on n'arrête pas d'en faire plein et plein des biens. Est-ce que Paco m'a envoyé? Alors Paco m'a envoyé. Alors, quelle est la place du biomimétisme chez Matériaux? C'est une place qui est assez énorme en fait, parce que dans la mesure où notre recherche c'est permanente, notre veille permanente, c'est d'essayer d'identifier tout ce qui est matière singulière, innovante, et qu'il y a beaucoup de choses qui se passent autour du biomimétisme. Je vais pas dire quotidiennement, mais on est en permanence à regarder des sites comme Ask Nature ou à suivre toute une série de flux RSS autour du biomimétisme. Et à chaque fois qu'un développement est opéré avec cette logique-là, et à chaque fois que c'est commercialisé, parce qu'il y a un aspect qui est très important dont j'ai oublié de parler, c'est que les fiches dans la base de données sont des fiches sur des matériaux qui sont commercialisés. On va s'intéresser à tout ce qui est recherche et développement, on va mettre de côté des projets d'étudiants qui nous semblent intéressants, etc. Mais la fiche en tant que telle, il faut que derrière, il y ait un interlocuteur qui puisse répondre à des projets. Mais le biomimétisme, c'est pour nous une source totalement dingue, parce que effectivement, la nature, c'est une espèce d'industrie qui, depuis des millions et des millions d'années, produit en permanence, en économisant les ressources, sans faire de déchets, en recyclant tout. Et donc, on a, je pense, énormément à apprendre de la nature, si jamais humblement on commence un petit peu à la regarder autrement. Pouvez-vous rappeler le nom de celui qui vous a aidé à vos débuts? Yvon Poulain. Yvon comme Yvon, Poulain avec 2 L, qui hélas est mort aujourd'hui, qui était au départ un industriel du plastique. Il a commencé dans la métallerie, puis peu à peu il a racheté des structures qui étaient dans la plasturgie. Il a créé une boîte qui s'appelle le groupe Diam et qui est devenu un très très gros intervenant dans tout ce qui est mobilier de PLV.
Et moi, j'ai eu la chance de le rencontrer alors qu'il venait de vendre sa structure, qu'il était retiré des affaires, donc plus de lien particulier ni avec la plasturgie, ni avec le monde professionnel de façon générale. Il venait de racheter ce bâtiment de Mallet Stevens et il avait envie, avec ce bâtiment, de montrer à l'intérieur des trucs qu'il aimait. Et je suis arrivé pile poil à ce moment-là, donc pile poil avec énormément de chance. Et c'était vraiment assez magique. Quelle est votre démarche de recherche de matériaux? C'est Aubin, à nouveau, qui me pose la question. Je suppose que votre question, c'est comment est-ce qu'on cherche ces milliers de matières qu'on est amené ensuite à créer dans la base? En fait, beaucoup de salons techniques, beaucoup de salons qui n'ont rien à voir avec les professions de création. Donc, c'est pas des salons comme Batimat, comme Maison et Objets, ou ce genre de choses qui vont particulièrement nous intéresser, ou le salon du meuble de Milan. C'est beaucoup plus des salons comme Kunststoff, qui veut dire, comme chacun sait, polymère en allemand, qui est un gros salon sur les polymères qui se passe tous les 2 ans à Düsseldorf, ou alors Textile, ou alors Millipol, qui est un salon super glauque sur le militaire et la protection civile, mais extra riche en termes d'innovation matière. Donc, beaucoup de salons. Et à chaque fois, on va se faire la travée A, la travée B, la travée C, parce que on ne sait pas ce qu'on cherche, on ne sait pas ce qu'on va trouver. Donc, il faut vraiment balayer les choses et puis essayer d'identifier les trucs singuliers qu'on va vouloir référencer. Beaucoup de flux RSS aussi auxquels on est abonné et quotidiennement, personnellement, je reçois des centaines de flux RSS et je passe ça au tamis pour mettre de côté tous les trucs qui potentiellement m'intéressent. Ça peut être des questions des membres aussi, des questions des membres sur une matière particulière existante qu'on n'a pas intégrée et qui nous semble intéressante. On va rechercher pour le membre et en même temps derrière, on va nourrir la base. À nouveau, personnellement, je suis un petit peu malade de tout ça, donc je peux me balader le soir dans la rue et puis voir un truc que je connais pas et ça va m'énerver tant que j'ai pas tiré la ficelle et tant que j'ai pas identifié qui fait ça. Donc c'est partout, tout le temps, en permanence, à créer des fiches, à en tuer aussi parce que de temps à autre, le truc se fait plus ou le truc ne nous semble plus intéressant. Donc c'est vraiment ça notre quotidien, c'est du travail sur la base pour l'enrichir, pour la compléter, etc. Vous faut-il l'autorisation des industriels pour les intégrer à votre base de données? Écoutez, c'est Sébastien qui demande, donc a priori, je ne pense pas. Ce qu'il se passe à chaque fois, c'est que je vais croiser un industriel à un salon où je vais tomber sur un article d'un industriel et je vais me dire tiens, ça m'intéresse, je vais créer la fiche. Je vais aller sur le site de la boîte et reprendre les informations que j'ai pu trouver sur ce matériau. Je vais créer la fiche, je vais la lui soumettre en lui disant voilà, on a créé une fiche sur tel matériau de chez vous. Est-ce que vous pouvez me dire si on dit des bêtises? Est-ce qu'il y a des compléments qui vous semblent intéressants? Dans 95% des cas, je n'ai aucune réponse. Donc la fiche, elle existe avec les informations qu'on a réussi à récupérer qui nous semblent pertinentes et je n'ai aucune information de la part de l'industriel. Et puis, de temps à autre, j'ai quand même une réponse de l'industriel. Et alors, parfois, il va me filer un baratin en me disant non, c'est ça qu'il faut mettre, qui est le discours commercial. Et donc là, je lui explique non, on met ce qu'on souhaite mettre, ce qu'on souhaiterait vérifier avec vous, c'est qu'on ne dit pas de bêtises. Et derrière, soit ils comprennent parce qu'ils voient bien que c'est une promotion gratuite, soit ils ne comprennent pas et ils nous disent non, vous mettez ce qu'on vous a dit de mettre. On leur dit non, soit on supprime la fiche parce que vous ne voulez pas qu'on mette ce qu'on raconte dessus, soit on la laisse, mais avec notre discours propre. Et donc, très franchement, sur les 9000 fiches de la base de données, je dois avoir 5 ou 6 boîtes qui m'ont dit non, vous supprimez, on ne veut pas. Ce que je ne comprends pas, parce que ce qu'on reprend comme information, c'est ce qu'il y a sur leur site. S'ils ne croient pas à l'intérêt de matériaux, ça ne leur coûte rien. Donc, c'est simplement une visibilité supplémentaire et ça va pas plus loin. Mais bon, voilà, globalement, nos relations avec les industriels, c'est des relations qui sont pas évidentes parce que ils pensent souvent qu'on leur est redevable, mais je ne sais pas de quoi, puisqu'on fait la promotion gratuite de tout ça. Et une fois qu'ils ont compris, ça commence à aller un petit peu mieux. Mais encore faut-il qu'ils nous répondent.
Donc, Sébastien, à nouveau, j'ai répondu à votre question. S'ils ont un droit de regard, encore une fois, mais nous sommes décisionnaires. Et s'ils ne sont pas d'accord, si jamais quelqu'un fait un textile enduit polyuréthane et qu'il appelle ça du cuir vegan et que moi, je vais refuser de mettre cuir vegan parce que ça n'a pas de sens pour moi et que je vais dire que c'est un textile enduit de polyuréthane avec 30% de déchets de banane, je mets ça parce que c'est du factuel, je ne dis rien de faux, je mets uniquement du factuel. S'il n'est pas d'accord, je supprime la fiche et ça n'ira pas plus loin. Françoise, êtes-vous sollicité par les laboratoires de recherche des industriels pour ouvrir les champs de leur trouvaille? Très peu. J'aimerais beaucoup, je vais vous dire, j'aimerais beaucoup que les industriels, de façon générale, nous proposent des choses. Ils font ça pour tel ou tel emploi et puis ils disent tiens, je vais le proposer à Matériaux, ça peut peut-être les intéresser. Mais la plupart du temps, c'est vraiment dans l'autre sens que ça se passe. Nous allons trouver des trucs et nous allons ensuite harceler les industriels pour obtenir des éléments de leur part. Thomas, que faites-vous des matériaux qui ne sont plus commercialisés par les industriels? Vous les conservez? Alors, on a à la cave plusieurs cartons qu'on appelle des cimetières à éléphants, où on a gardé des trucs parce qu'on les trouvait super chouettes, mais effectivement, on ne souhaite plus les montrer au showroom parce que un membre qui passerait et s'arrêterait là-dessus, on devrait lui dire oui, c'était vachement bien, mais ça ne se fait plus. Donc, on garde certaines choses parce que historiquement, ça nous fait mal de nous en séparer. Et puis sinon, pour des choses un peu plus classiques ou avec lesquelles on est moins attaché, on les jette. Ou alors, de temps à autre, on organise aussi avec des étudiants une espèce de foire-fouille où on a mis de côté des dizaines de trucs qui ne nous servent plus et on leur propose de venir les prendre. Votre base de données a-t-elle été développée sur mesure pour vous? Oui, elle a été développée sur mesure pour nous, avec un cahier des charges assez précis concernant le mode de recherche, concernant les différentes aspirations qu'on avait. Et puis ensuite, ça a été un gros boulot de notre côté et du côté de la structure qui l'a montée pour arriver à faire un truc à notre main. Et c'est une structure, vous avez ces coordonnées directement sur le site, ça sera peut-être plus simple. Et si vous avez des questions complémentaires, vous m'envoyez un mail et je serai ravi de vous réorienter vers eux. Faites-vous une mini-enquête sur les matériaux avant de les référencer? Non. On n'est pas laboratoire d'analyse. À partir du moment où un industriel nous dit il n'y a pas de COV dans nos panneaux, on va marquer qu'il n'y a pas de COV dans les panneaux. On ne fait pas d'enquête à proprement parler. En revanche, on va faire très attention au discours qui est tenu par l'industriel et on ne va s'arrêter que sur des choses qui sont factuelles. Encore une fois, les choses déclaratives et qui font pas avancer le schmilblick, on va les évacuer. Mais on n'a hélas absolument pas le loisir de gratter les choses. On a encore une fois 9000 fiches dans la base de données avec des mises à jour permanentes, etc. Donc, on n'a pas les capacités pour réellement analyser les informations données, mais on part du principe de bonne foi, mais on évite toute la couche marketing qui est dessus. Avez-vous une base de données sur les papiers magnétiques? On a plein de papiers magnétiques ou qui jouent avec le magnétisme dans la base de données. Donc, on n'a pas une base de données sûre, mais dans la base de données, vous allez retrouver un tas de choses qui sont liées au magnétisme, un tas de choses qui sont liées à la photosensibilité, qui était l'autre partie de votre question, etc. Enfin, ça fait partie des singularités qu'on peut faire remonter. Alors, combien d'adhérents avez-vous? On a en France un peu plus de 2000 membres qui sont pour le coup qui appartiennent à tout type de structures, des toutes petites structures unipersonnelles, des grands groupes internationaux. Et tout type de secteur aussi. Et ça me ravit parce que j'avais peur que Matériaux soit perçu avant tout comme un service pour des archis intérieurs. Et notre propos, c'est vraiment justement de ne s'adresser à personne en particulier.
Donc, on a vraiment tout type de secteur, tout type de taille d'entreprise. Travaillez-vous avec des ingénieurs qui réfléchissent, expérimentent, inventent des procédés pour recycler le plastique? On discute avec plein de gens, et notamment beaucoup d'ingénieurs. Mais là, c'est plus dans la partie, si vous voulez, d'une part, on va référencer des industriels qui produisent des choses qui nous semblent dignes d'intérêt pour la base de données. Et par ailleurs, on est ravi d'organiser des conférences, de discuter directement avec des gens qui sont dans des secteurs qui peuvent être la pisciculture, comme la plasturgie, comme le travail du bois, comme ceci, comme cela, pour qu'ils nous apprennent des choses et qu'on échange sur l'état de l'art concernant ces différents secteurs. Est-ce que j'ai d'autres questions, Paco, autre question. Est-ce que j'ai d'autres questions là? Je regarde. Est-ce que vous embauchez? Alors, on embauche si jamais, après ce webinaire, tous vous adhérez. Parce que très honnêtement, on a du boulot pour 10 personnes sans aucun problème. Je vous ai expliqué le principe un peu tricky du financement de Matériaux. Matériaux ne peut embaucher qu'à partir du moment où il engrange des adhésions. Donc, plus vous serez nombreux à adhérer, plus on sera nombreux à faire les zigotos et à essayer d'identifier des trucs et à enrichir la base et à faire des belles photos et à essayer de nourrir l'outil. Pouvez-vous recommander des matériaux pour un projet précis? Ça me gêne toujours un petit peu parce que je ne suis pas, moi, un expert matériaux. J'ai pas la prétention de vous dire que je suis un cadre dans les textiles techniques, dans le papier carton, dans le bois et dérivés du bois, dans les polymères, dans les matériaux composites, dans les produits métalliques, dans les produits verriers, etc. Surtout si on sait que derrière, on va me poser une question pour l'architecture, pour le packaging, pour le monde automobile, etc. Donc, qui suis-je pour commencer à donner des conseils? On adopte beaucoup plus une logique un peu à la Confucius, à savoir si ton voisin a faim, ne lui donne pas à manger, apprends-lui à pêcher. On essaie de bâtir une base de données la plus complète, la plus riche, la plus intuitive possible. Et ensuite, on se propose de vous donner les clés de l'outil. Ça veut dire que vous, qui êtes dans votre projet, conscient de vos contraintes, vous avez via la base de données la possibilité d'extraire les choses qui vous semblent les plus pertinentes, ce qui n'interdit en rien de nous poser des questions, mais pas de venir avec la liste de courses en disant voilà, mon projet c'est ça, qu'est-ce que je dois mettre, mais beaucoup plus mon projet, voilà à quoi il ressemble, moi j'ai pensé à ça, à ça, à ça, est-ce que vous voyez d'autres choses? Parce qu'il est évident qu'on baigne dedans et que éventuellement on va faire des rebonds que vous n'avez pas fait. Mais je suis toujours très très frileux à l'idée qu'on vienne me voir pour que je sois l'expert. Mais en revanche, on discute avec nous des trucs et qu'éventuellement et humblement, on pense nous aussi à d'autres trucs, ça peut être fécond. Donc, c'est un petit peu... Alors, où vous contactez pour un stage? Mail, classique. Vous nous envoyez votre classique CV, votre classique lettre de motivation en évitant le « je saurais apporter à votre entreprise patati patata », mais vraiment plus en nous expliquant ce qui vous intéresse dans l'idée d'un stage à Matériaux. Il est largement l'heure. Écoutez, je vous souhaite un très bel après-midi et je vous dis à bientôt. Je ne sais pas quand on organisera à nouveau ça, mais je vous propose de vous tenir au courant dans la mesure où vous êtes inscrit pour suivre celui d'aujourd'hui. Je vous dis donc très bel après-midi et à très bientôt tout le monde.